Bonjour à tous. Pour continuer cette série de petites vidéos sur la vie quotidienne en Grèce antique, nous allons reprendre là où nous nous sommes laissés. Nous avons fini par parler les dernières fois de l'hygiène, du corps et du sport. Ces éléments font partie de ce qui ferait la supériorité des Grecs sur les autres peuples, l'idée quasi philosophique de l'être parfait. Cependant, pour être en si bonne forme, le grec ne compte pas seulement sur son hygiène et sur le sport, mais aussi sur la nourriture, sujet du jour. Concernant la façon de manger, on observe 3 repas par jour, un peu sur notre modèle actuel. Pour commencer, il y a l'akratismos, le petit déjeuner, qui est composé de bouillie et de pain. Ensuite, l'ariston, déjeuner léger et rapide. Plus tard, dans le milieu de l'après-midi, nous retrouvons l'optionnel l'hespérisma, une sorte de goûter. Et enfin, le deipnon, dîner à la maison, en famille, où les hommes d'un côté et femmes, enfants de l'autre sont séparés. Nous reviendrons sur leur composition et les aliments un peu après. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'à Sparte, le repas est pris lui en commun, en groupe de 15, et il est obligatoire pour tous les citoyens masculins. Chacun doit apporter une contribution alimentaire ou financière. Celui qui ne peut s'acquitter de ce rituel perd ses droits civiques, rien que ça. Parfois, les fortunés organisent des banquets chez eux. Principalement masculins, ces banquets ont tout de même agrémenté de danseuses et prostituées. Mais les femmes de citoyens ne doivent pas venir. Ces banquets sont très souvent suivis de chants en l'honneur des dieux. Un simsiarque, le roi du banquet, est désigné par le hasard des dés. Maître de cérémonie, il fixe le nombre de coupes de vin que chacun doit boire sous peine de gage. Oui, il y avait déjà des jeux d'alcool, évidemment. La fête peut durer jusqu'au matin avec des danses, concerts, récitations de vers, énigmes ou autres devinettes. Et parfois, il arrive que le maître de maison invite les convives à débattre sur un sujet donné. Les femmes organisent leur propre fête, mais ces dernières seraient vraisemblablement moins festives et plutôt en journée. Bon, vous voyez à peu près à quoi peuvent ressembler les différents repas grecs qui rythment la journée. Il est temps maintenant de voir ce qu'on retrouve dans les assiettes. Allons-y aliment par aliment. Et commençons par le poisson. Car oui, la pêche représente 15 à 20% de l'alimentation, surtout en ville. C'est une véritable industrie. On observe une très grande variété de poissons d'eau douce et de mer. Le thon est le plus prisé, mais on apprécie aussi la dorade et la friture par exemple. Les étals sont également remplis de coquillages, mollusques et crustacés. Il faut savoir que la mer Méditerranée était beaucoup plus riche qu'aujourd'hui, et il était même facile de pêcher sur les côtes. La pêche n'a cependant aucun prestige à être pratiquée. Platon dit d'ailleurs, je cite, « La pêche est une occupation indigne d'un homme bien né ». Ce sont donc des pêcheurs professionnels qui s'en occupent, et qui les revendent pour les modestes et aisés. Les petites gens le font eux-mêmes. La pêche se pratique à l'aide d'une ligne, de filets lestés ou d'une nasse. La pêche au thon, celui qu'on appelle le cochon des mers, est très technique. Elle est effectuée avec de nombreuses barques et un labyrinthe de filets. La viande, elle est beaucoup plus rare que le poisson. En ville, sa présence au menu est très occasionnelle. On la réserve pour les fêtes religieuses et occasions spéciales. Elle est, vous l'imaginez, un petit peu plus répandue à la campagne, grâce à la chasse et à l'élevage. Nous pouvons citer les chevaux en Thessalie, les élevages bovins, ovins ou de gallinacés. C'est un produit très cher. La viande blanche est bien plus répandue que la rouge, qui est vraiment extrêmement rare. Le magueiros, le sacrificateur ou boucher, prépare la viande pour les concitoyens. La chasse est pratiquée par des professionnels, par les plus pauvres et, de manière paradoxale, également par les plus riches aristocrates. On utilise alors des pièges à collet, des frondes et des arcs, ou encore un système de meutes de chiens et de filets pour capturer l'animal. La viande est ensuite rarement consommée fraîche,
elle est plutôt conservée dans du vin, du vinaigre ou du sel. La spécialité spartiate du brouet noir, composé de viande de porc, de sang, de graisse marinée dans du vinaigre, fait fuir tous ses contemporains. On y préfère plutôt les pièces de viande. Passons désormais aux produits cultivés. Et au-delà du repas, c'est l'occasion pour nous d'aborder ces aliments avec le prisme de la ressource. Les céréales, pour commencer. Elles représentent la principale production et de très loin. Homère appelle même les hommes les mangeurs de blé. Le matzah pourrait être considéré comme le plat national. Galette, faite d'une farine de gruau d'orge préalablement grillée, elle est pré-cuite et donc se conserve plusieurs mois. Au moment de le manger, les Grecs ajoutent un liquide et la bouillie obtenue peut se manger aussitôt. Cette pâte est présentée sous forme de boulettes, de crêpes ou même de galettes, et c'est le repas principal et quotidien des populations les plus pauvres. Il prend plutôt une place d'accompagnement chez les plus aisés. Le pain et les gâteaux à côté, eh bien ils se développent également au fur et à mesure, dans ce que l'on appelle l'artorpoios, la boulangerie. Pour terminer notre tour des aliments, parlons des légumineuses, comme les fèves, les lentilles et autres pois, car ils constituent le reste de la base de l'alimentation. Ils sont accompagnés d'une variété de légumes très riches. Contrairement d'ailleurs à ce qu'est la cuisine grecque aujourd'hui, ou ce qu'on en connaît, les crudités et salades fraîches sont très rares. Bien évidemment, en revanche, les olives, sous toutes leurs formes, sont très répandues. Olives fraîches, farcies, en tapenade, en huile, vous pouvez y aller. Les fruits sont eux aussi relativement bien répandus, notamment dans les campagnes. Et les sucreries à base de ces fruits, ou de miel, sont très appréciées des Grecs. Pour ce qui est des aromates ou épices, leur commerce est aussi important que celui du vin, dit-on. Agrémenter et relever le goût des plats, qu'ils soient végétariens ou pas, est alors primordial. Elles sont présentes au Myropoléon, le marché aux parfums d'Athènes. Quelques épices de luxe viennent de plus loin, d'Afrique du Nord, d'Égypte, voire d'au-delà. Maintenant, ne vous en faites pas, nous allons également parler du vin. Parfumé d'aromates et très souvent coupé avec de l'eau, le vin est la boisson par excellence des Grecs. Rouge ou blanc, celui qu'on appelle le don de Dionysos, est de très loin la boisson alcoolisée la plus répandue. D'après Thucydide, je cite, « Les peuples méditerranéens sont sortis de la barbarie quand ils apprirent à cultiver l'olivier et la vigne. » Toutefois, il y a des règles strictes à sa fabrication, à son commerce et à sa consommation. Après une fermentation dans des jarres, il est mélangé à des aromates, du miel, de la cannelle, du laurier ou du thym. Et il n'existe pas moins d'une trentaine de vins différents à travers le monde grec. Tous ces crus sont protégés par des labels et la fraude est très sévèrement punie. Tout vin étranger est d'ailleurs très fortement taxé pour favoriser les productions de la péninsule. Côté consommation, nous savons qu'il est épais et fortement alcoolisé, 18 degrés, d'où le fait que les Grecs le coupent à l'eau, et la modération recommandée. Sa consommation est même très mal vue en solitaire, elle est réservée aux banquets et symposion, littéralement réunion de buveurs. De manière générale, l'agriculture est très importante dans la société grecque. Xénophon nous disait « c'est l'activité et le domaine de connaissance le plus avantageux pour l'homme de bien ». Assurer les productions de céréales, d'orge, de blé et de millet, de fruits ou d'huile et de vin demande une organisation méticuleuse. C'est un labeur saisonnier, aussi réglé que ce que l'on peut connaître aujourd'hui. Aidé au fil du temps par l'empierrement constituant les terrasses sur des terrains en pente, pour beaucoup de philosophes, Platon et Aristote en tête, pratiquer la culture et subvenir à ses propres besoins permet d'affirmer son indépendance et permet de prendre librement ses décisions. Les propriétaires terriens sont très majoritairement représentés, plus de 75%, parmi les plus hauts citoyens d'Athènes. On observe d'ailleurs un phénomène assez intéressant à l'échelle du monde grec. Les cultures semblaient se spécialiser de manière régionale ou dans le territoire d'une cité, la Chora.
car les Grecs commercent beaucoup entre eux, l'irrégularité des productions pouvant être compensée par les échanges à longue distance. On observe des spécialisations se dessiner, comme l'oléiculture, la culture de l'olive dans l'Attique. Et cette façon d'organiser la culture à l'échelle de péninsules va créer de facto d'immenses enjeux en temps de guerre. Les cités perdent leur indépendance en termes de ressources vivrières qui vont devenir des buts de guerre. L'augmentation des surfaces cultivées et des terres d'élevage pousse petit à petit les cités à considérer leur territoire dans leur ensemble, et pas seulement à la cité et ses environs immédiats. La mentalité évolue, le no man's land disparaît petit à petit, et on est de plus en plus enclin à se battre pour ces frontières dans leur ensemble, et à chasser les prédateurs dans les campagnes, loups et lions notamment. Oui, il y avait encore des lions en Europe à l'époque. On a pu le voir, les Grecs ont un régime alimentaire très diversifié. La présence de viande ou de poisson n'est pas systématique et il est assez courant de manger des plats végétariens. Donc voilà, pour conclure, nous pouvons le savoir, après l'hygiène, le sport et l'alimentation, vous avez maintenant une bonne idée de comment le grec se maintient en bonne santé. Mais alors, il faut bien prévoir quand malgré tout ça, la santé faillit. Et c'est là qu'intervient la médecine. Prochain thème abordé de la série. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très bientôt, et d'ici là, que l'histoire soit avec vous.